La magie du spectacle, outre ce que l'on donne à voir et à entendre, repose pour une grande part sur l'éclairage de scène, et ce, aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps. Nous, musiciens, devons avoir un minimum de connaissances de ce domaine, car, de même que le musicien s'attend à ce que tous comprennent son métier, ses difficultés et ses contraintes, le musicien, qui est un des rouages du spectacle, doit comprendre le métier des autres, y compris celui des éclairagistes. Dans certains domaines de la musique, le musicien, qui est aussi technicien, doit aussi en savoir assez pour concevoir, installer et gérer l'éclairage de son spectacle. Toutes les lampes antiques ont pour point commun d'éclairer peu et de produire beaucoup de fumée, résultant de la mauvaise qualité des huiles et graisses utilisées. Ne pouvant être entièrement consumées par leurs minuscules flammes, elles s'échappent sous forme de suie contenant des résidus de carbone partiellement brûlés. Les combustibles, les formes des récipients et la qualité des mèches permettront d'obtenir des lampes de qualité variable, brûlant mieux, dégageant une meilleure odeur, un peu moins de fumée ou brûlant plus longtemps selon la fortune de leur propriétaire. Les chandelles sont un mode d'éclairage assez frustre. Il s'agit cette fois d'une mèche de lin trempée dans du suif, qui est du gras de mouton et de la graisse de bœuf, épaissie à la farine et ensuite durcie à l'air. En 1067, c'est la Corporation des bouchers qui, en France, fait fondre les graisses pour fabriquer les bougies. Le grand inconvénient est que le combustible brûle plus vite que la mèche, qui devient charbonneuse. La chandelle s'éteint alors au bout d'un moment. Aussi, au spectacle, des garçons coiffeurs, munis de mouchettes, qui sont des ciseaux à réservoir, doivent moucher habilement les chandelles environ toutes les 20 minutes. Il faut ajouter à cela une odeur assez désagréable. Il est assez amusant de noter qu'à cette époque, le découpage en actes des spectacles correspond à ce temps pour que, entre chaque acte, les chandelles puissent être mouchées ou remplacées. La bougie, elle, est faite d'une mèche de coton enrobée de cire d'abeille, la jaune étant de qualité inférieure. Le prix d'une bougie blanche, réservée au culte ou aux très grandes occasions en présence du roi, équivalait au salaire hebdomadaire d'un ouvrier. On saisit mieux le ravissement des contemporains devant cette débauche de lumière. Tandis que les progrès de l'électricité et du gaz suivent leur cours, sans être encore utilisés, l'utilisation régulière des lampes traditionnelles dans les foyers participe à la mise au point de lampes à pétrole très appréciées, fournissant une lumière chaude et conviviale. On aurait pu imaginer leur rapide disparition au moment de l'apparition du gaz puis de l'électricité, mais au contraire, cette diversification de l'éclairage insuffle une impulsion nouvelle dans l'évolution des lampes. Les lampes à pétrole utilisent en fait du pétrole lampant. À partir de 1853, la découverte de champs pétroliers et les recherches permettant la distillation du pétrole permettent de produire un dérivé, le kérosène. Le produit est très prisé par les constructeurs puisqu'il offre l'énorme avantage de monter de lui-même par capillarité dans les mèches. On en revient à des lampes d'une parfaite simplicité, devenues de simples ornementations réduites à 3 pièces, le réservoir, la mèche et le bec. Cependant, les lampes à pétrole n'ont jamais été très implantées au théâtre. Le gaz, obtenu par distillation de la houille, permet de fournir une flamme très éclairante en la concentrant par la fine ouverture d'un bec. Les différentes fabrications de cette pièce permettent d'obtenir des résultats variés qui tenteront d'être améliorés pour obtenir une flamme toujours plus vive et donc plus éclairante. Ces becs se différenciaient en 2 types, les becs à simple courant d'air, dans lequel le gaz s'échappe par une ouverture pour produire des flammes de formes différentes, papillons, à crête de coq, à ailes de chauve-souris ou en cône allongé, dites flamme bougie ou flamme en tube. Le second procédé consiste en des becs multiples à double courant d'air. Cette voie, déjà explorée dans les recherches sur les lampes à huile, avait permis de découvrir qu'une flamme était d'autant plus vive que l'air qui l'alimentait était chaud. On voit donc apparaître un certain nombre de becs utilisant ce système. Les lampes
oxyhydriques à gaz, avec l'éclairage au gaz, connaissent vers 1880 une transformation sous la forme de becs à jets multiples devant lesquels on place un crayon réfléchissant qui augmente la puissance lumineuse du dispositif. La synthèse de ces deux techniques permet de confectionner des lampes élégantes et élancées qui souffrent de ne projeter la lumière que de manière très concentrée pendant une durée limitée à la combustion de la pièce consumée pour accentuer la luminosité, le crayon ou la pastille. Bourbouze propose une variante bien plus économique en utilisant un tamis, comme sur les lampes de sûreté mises au point par Davy en Angleterre, ou encore avec des peignes de magnésie pour diviser le gaz en minces filets oxygénés. On utilisera ce procédé pour la fabrication de projecteurs puissants ou pour équiper les chemins de fer pour lesquels cette technique semblait particulièrement adaptée. Sous la scène, on peut voir le pupitre de commande des éclairages scéniques. L'origine de l'appellation jeu d'orgue remonte à l'époque, 1822, où le gaz a fait son apparition dans l'éclairage des théâtres. Le pupitre, où étaient rassemblés tous les robinets de commande de gaz, avait l'apparence d'un orgue, un orgue de musique à tuyaux. L'emplacement des premiers jeux d'orgue était sous l'avant-scène ou en coulisses côté cour. L'histoire des villes, mais surtout l'histoire des théâtres, se confond avec l'histoire des incendies et aussi l'histoire des sapeurs-pompiers, évidemment, car toutes ces flammes, dans des lieux en bois et plutôt poussiéreux, s'accompagnaient d'un très grand nombre d'incendies. Avec l'arrivée de l'ampoule électrique, tout va changer. Le 21 octobre 1879, Thomas Edison conçoit et commercialise une ampoule dont le filament est une fibre de coton carbonisé. Il perd un procès l'opposant à Joseph Swan, dont l'antériorité est reconnue, mais qui a moins bien su protéger son invention. Les deux hommes seront donc autorisés à fabriquer leurs ampoules. Longtemps, les lampes à incandescence utiliseront un filament de carbone. Quelques-unes étaient encore en service dans le métro parisien à la fin des années 1950. Les lampes utiliseront ensuite le tungstène. C'est après 1900 qu'on eut l'idée de remplacer le filament de charbon par un filament de métal. Le tungstène fut généralement adopté en raison de la facilité avec laquelle on peut le découper en fils extraordinairement ténus. Songeons que les fils des lampes qui nous éclairent ont un diamètre d'à peine 30 millièmes de millimètre. La lumière des lampes à filament métallique est très blanche, avec une consommation moitié moindre que celle des lampes à filament de charbon. Leur durée moyenne de vie est de 600 à 800 heures, tandis que les lampes d'Edison n'allaient guère au-delà de 500 heures. La substitution du filament métallique au filament de charbon permit également d'augmenter la puissance des lampes. Le culot à baïonnette est inventé par Swan, en concurrence avec le culot à vis d'Edison. La rivalité des deux hommes perdure donc encore indirectement aujourd'hui avec ces différents culots de lampes à baïonnette ou à vis. Faisons un petit panorama des ampoules électriques. Pour commencer, la lampe à incandescence. Elle produit de la lumière en portant à incandescence un filament de tungstène. Cette application de l'électricité est une des plus simples et n'a que peu évolué en plus d'un siècle et demi. Les inventeurs et découvreurs des principes de la lampe à incandescence sont, en 1878, Joseph Swan pour la lampe à filament de carbone, en 1879, Thomas Edison pour le principe du vide dans l'ampoule, en 1906, von Welsbach pour le filament d'osmium et de tungstène, en 1909, Coolidge pour le filament de tungstène ductile. La ductilité désigne la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. En 1911, Langmuir pour le bobinage des filaments et l'emploi d'un remplissage gazeux. Le filament résistant, traversé par un courant électrique, est porté à incandescence par effet Joule. L'ampoule en verre, remplie de gaz inerte, à l'époque un tiers d'azote et 2 tiers d'argon,
est indispensable pour éviter la destruction rapide du filament par combustion et limiter la sublimation, la transformation du métal en gaz, donc pour éviter la sublimation du tungstène. L'ampoule halogène fut inventée en 1959 par Zubler et Mosby, qui étaient employés de la General Electric. Elle produit aussi de la lumière en portant à incandescence un filament. À l'intérieur de la lampe, un mélange de gaz noble et d'un gaz halogéné, de iode de bromure de méthyle ou du dibromure de méthylène, à haute ou basse pression, limite le noircissement de l'ampoule normalement dû à l'évaporation du filament de tungstène. De plus, ce cycle chimique permet l'emploi d'ampoules plus compactes, ainsi qu'une température de filament bien plus élevée, donnant une lumière plus éclatante, de température couleur plus élevée, jusqu'à 3400 Kelvin, le tout avec un rendement accru. La température élevée de l'ampoule nécessite l'emploi de matériaux tels que le quartz pour les lampes les plus compactes, ou du pyrex, du Vicor ou d'autres verdures à base d'alumino-silicate pour les modèles les plus larges. Les sources à décharge produisent de la lumière grâce à un gaz ou une vapeur faiblement ionisée, à l'exception des lampes au sodium, ce qui constitue un plasma. La pression de remplissage varie de quelques millibars à plusieurs dizaines de millibars et les puissances dissipées par unité de longueur sont relativement faibles. Cette caractéristique impose des lampes de dimension relativement grande, des tubes souvent. Expérimentée en 1869 par Louis Becquerel, elle regroupe les lampes fluorescentes à vapeur de mercure, les lampes à vapeur de sodium basse pression, les tubes fluorescents improprement appelés néons. Ces lampes ont un bien meilleur rendement que les sources à incandescence, bien qu'elles soient associées à un appareillage complexe, variable, suivant le ou les gaz utilisés pour leur mise en œuvre. Donc le tube ou le fluorescent ou lampe fluorescente, c'est donc une décharge électrique à travers un gaz constitué d'un mélange de vapeur de mercure et d'un gaz noble comme le néon, ce qui produit un rayonnement ultraviolet. Cette lumière n'est pas exploitable directement dans un but d'éclairage. Elle est donc absorbée par une poudre fluorescente recouvrant la paroi interne de l'ampoule de verre, d'où le terme impropre tube au néon et tube fluorescent qui est le bon terme. Cette poudre restitue l'énergie lumineuse sous forme de lumière visible. La température de couleur de la lumière émise peut être contrôlée sur une très large plage en apportant des modifications dans la composition de la poudre fluorescente. La valeur de rendement peut atteindre jusqu'à 115 lumens par watt pour les tubes fluorescents à très haut rendement. Les lampes à vapeur de sodium sous basse pression sont, elles, composées d'un tube en U rempli d'un mélange néon-argon et enclos dans une ampoule externe tirée sous vide. Le rayonnement est orange et quasi monochromatique, mais ces lampes ont un rendement très élevé, compris entre 100 et 200 lumens par watt, ce qui explique leur présence sur les échangeurs d'autoroute, par exemple. Les lampes à arc ont une pression interne supérieure à 20 bars, pouvant atteindre 300 bars. La lumière est engendrée par un arc électrique dont les conditions extrêmes de pression, de courant et de densité de puissance permettent d'obtenir des densités de rayonnement très élevées. Les lampes les plus couramment utilisées ont un arc relativement court, de 1 à 30 mm, ce qui permet un excellent contrôle optique de la lumière émise. 3 classes de lampes à arc court sont commercialisées. Les lampes au xénon, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques. Il existe aussi des lampes capillaires à vapeur de mercure opérant dans la gamme de pression comprise entre 50 et 100 bars. Ces sources présentent un arc relativement long, entre 1 et 10 cm, enfermé dans une enveloppe tubulaire en quartz de quelques millimètres de diamètre. Ces lampes sont refroidies par eau ou par jet d'air comprimé afin d'éviter la dévitrification rapide de l'ampoule. Pour les projecteurs de cinéma ou certains projecteurs de scène, ce sont des lampes à arc sous ampoule en quartz, on parle de lampes HMI ou de lampes au xénon.
C'est le côté très ponctuel et puissant de la source lumineuse qui est intéressant pour l'exploitation optique. Leur durée de vie est de 500 à 1000 heures. Il nous faut dire un mot sur la lampe à diode électroluminescente, qui est souvent composée de plusieurs diodes électroluminescentes de haute luminosité, d'une durée de vie très importante, en général au moins 50 000 heures. Donc les lampes à diode commencent à remplacer les lampes à incandescence dans l'éclairage portatif pour la signalisation et même pour le spectacle. Leur coût est encore élevé, la nécessité de l'emploi d'alimentation électrique spécifique, un courant continu de basse tension, et leur rendement lumineux encore modeste, 50 lumens par watt pour les meilleures sources. Donc tout cela limite encore leur démocratisation face aux lampes à filaments. Il nous faut peut-être dire un mot pour dire que l'on peut créer de la lumière de manière chimique. C'est ce qu'on appelle la chimioluminescence. Donc dans un tube en plastique, un composé chimique réagit à une action mécanique et ce phénomène permet d'obtenir une source de lumière, souvent de secours, de type snap light, des objets, bracelets, colliers, cerceaux décoratifs qui sont utilisés pour les fêtes nocturnes également. En criminologie, le phénomène permet de mettre en évidence des traces de sang peu ou pas visibles à l'œil nu. Dans ce cas, le luminol réagit avec les ions fer des globules rouges en produisant de la lumière. Il nous faut dire un mot de la notion de température-couleur qui permet de décrire précisément la couleur du flux lumineux perçu. Les températures couleurs qu'il faut exprimer en Kelvin et plus en degrés Kelvin depuis quelque temps, les normes scientifiques ont changé. Donc le soleil, c'est 2000 Kelvin. Alors que les lampes dans nos maisons, un petit peu jaunes, sont plutôt de l'ordre de 3100 Kelvin. Voilà, ainsi s'achève la première partie de cet exposé.